des psychomotriciens, des orthoptistes, des infirmiers polyvalents, des infirmiers en anesthésie et en réanimation, et la filière de biomédical. Bienvenue à l'IHEPS, Institut des hautes études de paramédical. Avec plus de 1300 étudiants et néo-bacheliers, l'école est implantée dans la ville ocre de Marrakech, mais également dans la métropole casablancaise et la capitale du Souss, Agadir. Ici, 2 parcours de formation sont possibles. De Bac+3 niveau licence à Bac+5 niveau master. Pour vous y retrouver, voici notre offre de formation. La kinésithérapie, l'orthophonie, la diététique, l'orthopsie, la psychomotricité, l'infirmier en anesthésie et réanimation, l'infirmier polyvalent et le biomédical. Vous vous posez toujours la question, que peut-on faire après chacun de ces parcours? On vous explique. Avec ce diplôme Bac+3, vous pouvez déjà exercer un métier libéral et ouvrir votre propre cabinet sous autorisation du ministère de la Santé. Vous pouvez également travailler dans des cliniques et cabinets privés, des centres de réhabilitation, des centres de rééducation, des associations et bien d'autres. Le parcours Bac+5 vous permet quant à lui de développer et d'approfondir vos compétences et techniques. Il vous donne la possibilité de travailler en tant que cadre de santé, d'enseigner, et bien d'autres portes peuvent s'ouvrir à vous après vos 5 années d'études. Voilà, à vous de faire votre choix. Voilà, donc, et en avant-première, je vous annoncerai que l'année prochaine, on lancerait un master en neurosciences. Je vais céder la parole à notre directrice pédagogique, Dr. Okai, pour développer un petit peu plus sur ce sujet. Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence avec notre professeur ici, Annie. Je vais être bref. Je vais juste vous parler d'une nouvelle formation qu'on va lancer l'année prochaine, justement pour répondre aux besoins de formation des professionnels de santé et aux besoins du marché d'emploi dans le domaine de la santé. C'est le master neurosciences, un master ouvert pour toutes les spécialités paramédicales, avec une année de tronc commun et des spécialités pour répondre aux besoins des orthophonistes, des kinésithérapeutes, des orthoptistes, des psychomotriciens, etc. Donc, ça sera, Inch'Allah, un master avec un tronc commun et des spécialités à la 2e année, notamment la spécialité en réhabilitation neurovestibulaire, tout ce qui se rapporte avec la kinésithérapie, de l'équilibre et des vertiges, une spécialité en réhabilitation neuropsychologique, ça concerne les orthophonistes et les psychomotriciens, et une spécialité en réhabilitation neurovisuelle, c'est surtout pour les orthoptistes. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour la nouvelle formation qui bien sûr commencera l'année prochaine, Inch'Allah. Si vous avez besoin d'autres formations, il y a toute une équipe qui est là pour vous accompagner, pour répondre à vos questions, et je remets la parole à M. Desvillers. Merci pour cette précision. Alors, maintenant, on va passer au vif du sujet. On va passer la parole à notre professeur Amine Ghazli, qui va développer le thème des bonnes pratiques du jeûne intermittent adapté à la perte de poids dans le contexte du Ramadan. Dr Amine est nutritionniste, physiologiste, président de la SOFNA, Société francophone de nutrithérapie et de nutrigénétique appliquée. À vous la parole, professeur. Merci. Donc, je remercie à mon tour l'IHEPS d'avoir organisé cette conférence qui, j'espère, sera pour vous intéressante. Je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je vois qu'on a beaucoup de personnes, que certaines je connais, que d'autres non. On en a aussi quelques dizaines, plusieurs dizaines, même 120 personnes qui sont là connectées et d'autres qui vont nous rejoindre après.
Donc, merci d'être là pour cette conférence. Alors, le titre de cette conférence, les bonnes pratiques du jeûne intermittent pour la perte de poids. Bien sûr, dans le contexte du Ramadan, on ne va pas parler uniquement du jeûne du Ramadan au cours de cette conférence, on va parler du jeûne intermittent en général et on va, dans certaines situations, parler du jeûne du Ramadan puisqu'il en reste encore plusieurs jours. Hein. Alors, je vais faire la présentation et vers la fin, on va prendre des questions-réponses. Que ce soit ici, ici dans la salle ou également sur Zoom. Du moins, on essaiera de prendre des questions, parce qu'il y en a toujours des questions qui se répètent. Euh, voilà, donc, on va... ok. Bon, plan de la conférence. Plan de la conférence. Donc, il y a 3 parties dans cette conférence. Introduction, c'est une introduction au jeûne. On va définir quelques concepts sur le jeûne. Une autre partie sur la perte de poids également, on va définir un certain nombre de concepts sur la perte de poids. Et une troisième partie, on va parler un peu de tout ce qui peut être fait au cours du jeûne, comment on adapte le jeûne pour améliorer la perte de poids, la prise en charge de l'obésité. Restez là. C'est juste pour la caméra, en fait. Oui, oui. Ouais. Okay. Bon, ceux qui sont sur Zoom, arrêtez de demander de faire des enregistrements. C'est enregistré et on va vous envoyer l'enregistrement. Parce que ça dérange ici au niveau de la présentation. Merci. OK. Donc, comme je vous disais, les bonnes pratiques du jeûne pour la perte de poids, on aura une petite partie sur le Ramadan. On va parler aussi des mauvaises pratiques. Et ensuite, on va parler comment on continue après le Ramadan pour continuer à perdre du poids. C'est l'objectif de cette conférence. Donc, une introduction au jeûne, déjà, qu'est-ce que c'est que le jeûne au sens général du terme? Bon, je pense que tout le monde sait que, en gros, le jeûne, c'est une restriction calorique. C'est une restriction calorique qui ne se fait pas uniquement au niveau des repas, mais ça se fait aussi au niveau du temps alloué au repas. C'est-à-dire que si on prend le jeûne du Ramadan et on va essayer de le définir après, c'est un jeûne qui va être fait donc à partir de l'aube, on va dire, jusqu'à la fin de la journée. Et donc là, on n'a pas uniquement une diminution de la quantité des aliments consommés, on a aussi une diminution du temps où on est autorisé à manger. Ça. Donc ça, c'est le principe du jeûne, que ce soit du jeûne du Ramadan ou jeûne intermittent en général. Donc, du point de vue conceptuel, d'ailleurs, dans toutes les études qui sont faites sur le jeûne, on parle toujours de restriction calorique. Donc, on mange moins que ce qu'on a besoin, plus ou moins. Alors, il ne s'agit pas ici de calculer des calories, mais en gros, vu qu'on va supprimer des repas, vu qu'on va diminuer la quantité, ben, on tombe sur forcément une restriction calorique. Donc, ça, c'est en général ce qui concerne le jeûne. Maintenant, quand on dit jeûne, du point de vue conceptuel aussi, on ne parle pas que du jeûne intermittent, parce qu'il y a le jeûne continu, où là, ça sera un jeûne de plusieurs jours, on ne mange rien. Souvent, c'est un jeûne hydrique, de boire de l'eau. Et il y a le jeûne intermittent. Ce que l'on va voir ici, c'est le jeûne intermittent. Le jeûne continu n'est pas un jeûne à recommander. En tout cas, il faut que ça soit fait en milieu hospitalier, avec un suivi, etc. Ce n'est pas notre sujet ici. OK. Donc, sinon, donc le jeûne intermittent, en tant que type de jeûne qui... Ça bloque. En tant que type de jeûne qui nous intéresse ici, concerne à la fois le jeûne du Ramadan, qui est une spécificité du jeûne intermittent. Donc, le jeûne intermittent, c'est un jeûne dans lequel, par définition, on va avoir une diminution de la durée ou de la période où on est censé manger, avec une diminution du nombre de repas.
On parle pour la perte de poids d'un jeûne intermittent à 16 heures. Donc, en gros, pendant 16 heures, on ne mange pas. Si c'est la version hydrique, on boit de l'eau uniquement. Et la période de sommeil est incluse dans ces 16 heures. D'accord? Donc, au niveau des types de jeûne, on a différentes classifications. Je vous ai choisi ici une classification simple, sec, hydrique. Donc, jeûne sec, ici, hydrique. Dans le jeûne sec, il est forcément intermittent. Il n'y a pas de jeûne continu sec, ça n'existe pas. C'est antiphysiologique. Par contre, le jeûne hydrique, ça peut être, comme je vous disais, continu, ça on n'en parlera pas, et ça peut être aussi intermittent. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est le jeûne sec, donc c'est le jeûne du Ramadan, et également le jeûne intermittent hydrique. C'est ce qui va être fait à la suite du Ramadan, pour prolonger la perte de poids. OK? OK. Bon, là, vous avez un petit tableau qui compare, bon, ça ne se voit pas bien, mais je vais vous expliquer les grandes lignes du tableau. Après, quand vous aurez l'enregistrement, vous pouvez le voir en détail. C'est un tableau qui compare le jeûne intermittent hydrique classique, donc le jeûne de 16 heures, avec le jeûne du Ramadan. Le jeûne du Ramadan, c'est un jeûne intermittent sec à un repas. C'est réellement ce que c'est que le jeûne du Ramadan. Le deuxième repas du sol, celui-là est très accessoire et ne devrait même pas exister réellement. Ça peut être un moment où on prend des liquides, parce que en dehors du repas, du seul et unique repas du Ramadan, on peut prendre des liquides tout au long de la soirée, voire le petit matin, ou peu importe. Mais ça doit être uniquement réservé aux liquides. Ce deuxième repas, et je vais vous expliquer après pourquoi, du moins dans une logique, dans une optique de perte de poids. Ce n'est pas juste du point de vue calorique, c'est surtout, ici, on parle plus de la perturbation des rythmes circadiens. Le fait de se réveiller très tôt le matin et de manger, ça crée, beaucoup de stockage, déjà. Il y a très peu d'enzymes, ça ne veut dire pas bien non plus. Et ça perturbe complètement le fonctionnement du foie. Le foie, en fait, va passer d'un fonctionnement nocturne vers un fonctionnement diurne très, très tôt au cours de la journée. Donc, ce qui crée une vraie perturbation, ce qui fait qu'on prend beaucoup de poids. Et ce n'est pas uniquement ça qui fait qu'on prend du poids. Exactement. Donc, le jeûne intermittent classique, c'est un jeûne à l'eau et uniquement à l'eau. Il n'y a pas de café, il n'y a pas de tisane, il n'y a pas de jus, il n'y a rien. La seule boisson autorisée, c'est l'eau. Et parce que c'est l'eau uniquement qui ne perturbe pas le fonctionnement du foie. Là, ce qu'on a besoin dans le jeûne, ce n'est pas juste de diminuer la quantité des calories. On a surtout besoin de maintenir le fonctionnement du foie selon un fonctionnement nocturne. C'est-à-dire le fonctionnement du foie nocturne est un fonctionnement qui est plus catabolique qu'anabolique. Donc, on parle ici du foie, mais en fait, c'est un peu plus complexe. Il y a le pancréas, les surrénales, le système nerveux autonome aussi qui rentre en jeu. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, et ce qui fait que réellement quelqu'un qui va manger le soir va prendre du poids, ou la nuit même, au petit matin, c'est que le foie change de fonctionnement. Il devient sur un fonctionnement diurne très, très tôt. Donc, la différence entre le jeûne intermittent hydrique et le jeûne du Ramadan, c'est que déjà au niveau du jeûne intermittent hydrique, on a de l'eau, ça c'est la première chose. On va voir juste après quelles sont les implications de tout ça. Et deuxième chose très importante, c'est que dans le jeûne du Ramadan, on est à un seul repas, alors que sur le jeûne intermittent hydrique, on peut être sur 1, 2, voire 3 repas. OK? Alors, il y a une autre notion aussi, toujours dans la même introduction sur le jeûne, il y a une notion extrêmement importante qui est la tolérance au jeûne. La tolérance au jeûne est une notion qui est beaucoup étudiée, par contre, on en parle très peu. Le fait de ne pas bien tolérer le jeûne crée après des compulsions alimentaires au cours de la période où on est censé manger. Alors, qu'est-ce que c'est que la tolérance au jeûne?
physiologiquement parlant, ce n'est pas juste un concept théorique, c'est physiologique. Physiologiquement parlant, on va avoir un certain nombre d'adaptations hormonales, on va avoir des adaptations du système nerveux autonome et on va avoir des adaptations au niveau de la production d'énergie. Donc, si la personne n'a pas un métabolisme suffisamment flexible pour suivre sur ces adaptations-là, elle va développer tout simplement les choses de base qui sont connues, la fatigue, les hypoglycémies, les compulsions, les troubles du sommeil, la sensibilité au stress, l'irritabilité. Ce que je viens d'énumérer ici, ce sont des signes d'intolérance au jeûne. Quand il y a intolérance au jeûne, ça change le comportement alimentaire au cours de la période où on est censé manger. Ce qui fait qu'on va manger beaucoup de sucre et on va manger beaucoup tout court. Le problème qui se pose ici, c'est que le soir, on stocke beaucoup plus que la journée. C'est très variable, en fait, en fonction du début de la soirée. Oui, entre autres, le sucre. Oui, oui, non, on va parler des recommandations. On parlera des recommandations. Mais globalement, ici, pour comprendre cette notion d'intolérance au jeûne, c'est que à partir du soir, on commence à stocker plus. Et puis ensuite, la capacité de stockage augmente. On atteint une capacité maximale de stockage de ce qui est absorbé à partir de 23 heures, minuit à peu près, jusqu'à à peu près 4 heures du matin. Moi, j'ai une question sur la dernière. Okay. Est-ce que le cerveau a vraiment besoin de sucre? C'est une question très générale. Oui. On va, si vous voulez, je la prendrai. Sinon, j'ai peur qu'on sorte un peu plus. Mais on en parlera tout à l'heure. Donc, sinon, la capacité de stockage, comme je vous disais, est décuplée au cours de la nuit. Ça commence, comme je vous disais, fin de soirée, et ça ensuite, ça atteint un plateau. Mais sur ce plateau-là, donc pour simplifier, minuit et 3 heures, 4 heures du matin, ça va être 3 à 4 fois plus. C'est-à-dire, pour 1 gramme de glucides, ça sera stocké 4 fois plus si vous le mangez à minuit, ou à 3 heures, ou à 2 heures du matin, ou à 4 heures du matin. 4 fois plus. Donc, 4 fois plus, on n'est pas forcément sur la diminution de la quantité des aliments au cours d'un jeûne du Ramadan. Au cours d'un jeûne du Ramadan, d'habitude, qu'est-ce qu'on mange? On mange 3 repas et peut-être une collation. Si on respecte strictement la configuration à un repas du jeûne du Ramadan, on est sur un repas. Donc, on est moins que donc un repas, moins que 4 fois. Il y a 3 fois moins ou 3 fois et demi moins, tout en considérant qu'au cours de ce repas, on va manger plus, puisque c'est le seul repas. C'est ce qui explique pourquoi, en tout cas, un des mécanismes qui explique pourquoi quelqu'un va faire le Ramadan et prendre du poids juste après le Ramadan. Donc, cette notion de tolérance au jeûne est extrêmement importante et je vous expliquerai sur la 3e partie comment on peut gérer un petit peu ça. Quelqu'un qui est intolérant au jeûne, en réalité, on peut dire physiologiquement parlant, ne devrait pas jeûner lui. Après, il y a d'autres contraintes, ça se comprend. Quelqu'un qui est intolérant au jeûne, qui a de l'irritabilité, de l'agressivité, de la fatigue, de la dépression, qui ne dort pas bien, qui dort tard, qui a envie de manger que du sucre, etc., celui-là ne doit pas manger, ne doit pas jeûner. Ou alors il doit reconfigurer le jeûne, je ne parle pas du Ramadan ici, mais en général, il doit reconfigurer le jeûne de telle sorte à ce qu'il ait moins d'intolérance et faire ça progressivement. Bien sûr, ça évolue avec le temps. Avec le temps, on peut avoir quelqu'un qui est extrêmement intolérant au jeûne dès qu'il arrête de manger, par exemple, ne mange pas un repas ou décale ou change la configuration du repas, il a direct une hypoglycémie et une fatigue importante. Cette personne-là peut changer au bout de... Oui, ça peut changer avec la pratique progressive du jeûne, ça peut changer avec le temps. S'il vous plaît, est-ce Oui. que le vomissement fait partie des... Oui, nausées, vomissements, c'est des signes un peu extrêmes.
Après, s'il vomit, ça veut dire qu'il n'y a plus de jeûne et maintenant il peut manger. Non, Mais- c'est-à-dire quand il mange, quand la personne mange, elle va vomir. Oui, oui, ça peut être un vomissement à jeun. C'est un signe aussi, ou ça peut être voilà, un vomissement postprandial ou sur les premières bouchées, il vomit. Mais là, normalement, les signes que je viens d'énumérer chez cette personne-là sont exacerbés. En général, quand on arrive à la nausée et vomissement, les autres signes sont très exacerbés. Ouais. Alors, il y a, donc ça, c'est des signes un peu d'intolérance au jeûne que je viens d'expliquer. Et alors, il y a réaménager les repas, etc. On va parler de ça tout à l'heure. Il y a les contre-indications du jeûne, quel qu'il soit. Le jeûne du Ramadan, jeûne intermittent, encore moins le jeûne continu. Donc, des contre-indications classiques. Vous avez des contre-indications qui sont définitives et vous avez des contre-indications temporaires. Bon, contre-indications définitives, il y a insuffisance rénale, insuffisance hépatique, insuffisance cardiaque. Les personnes qui ont ces maladies-là, en général, il n'y a pas de retour en arrière. Toujours maladie, c'est des maladies chroniques. Diabète type 1 aussi. Les personnes âgées. Personnes âgées, alors âgées, ça dépend, en fait, ça dépend de l'état de forme de la personne, ça dépend du risque de dénutrition auquel elle est exposée. Donc, enfant de moins de 16 ans, pareil, donc cause de la croissance, état de déshydratation, on parle bien sûr d'un jeûne sec, type Ramadan par exemple, en post-chirurgie, cancer également, risque de cachexie. Alors après, il y a cancer et cancer, il y a différents types de cancers, différentes localisations surtout. Si c'est des cancers du tube digestif ou cancer du pancréas, tout ça, là, le risque de cachexie est extrêmement élevé. Il n'y a pas de jeûne à faire, rien du tout. Ça peut être un jour ou deux ou trois avant la chimiothérapie, comme en général c'est recommandé. Mais on ne parle pas ici d'un jeûne régulier. Il faut, le jeûne a réellement un effet anti-cancéreux, etc. Et ça, c'est avant. Quand il y a le cancer, c'est fini. C'est pour la prévention. Voilà. L'effet du jeûne chez un cancéreux est très minime comparé au risque de cachexie. Cachexie veut dire baisse de l'immunité, immunodépression, ce qui veut dire le traitement ne va pas fonctionner, ce qui veut dire c'est fini. Donc, il n'y a pas de la priorité numéro un. Mais pour un C'est. fréquence, juste on peut dépendre de ça. Ah oui. Non, non, il ne faut pas jouer avec ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, en général, si on veut faire une recommandation générale, c'est qu'il n'y a pas de jeûne. Après, ça dépend. Il y a peut-être des jeunes qui sont des cancers sur lesquels on peut appliquer certains protocoles de jeûne, des cancers surtout à progression très lente, comme certains types de cancer de la prostate, peut-être. Mais il y a plein de choses plus intéressantes qu'on peut faire que d'aller contraindre la personne à jeûner, etc. On obtient des effets très minimes vu que la progression de la maladie est relativement courte. L'effet du jeûne se fait sur des années. L'effet anticancéreux sur 10 ans du jeûne se fait sur des années. Donc, ce n'est pas du tout approprié. Et sinon, grossesse, allaitement, dénutrition, troubles des comportements alimentaires. Donc, dans la dénutrition, il faudrait. Alimentaire et nerveuse. Oui, troubles du comportement alimentaire en général, pas uniquement l'anorexie, Des allergies. différents types de troubles de comportement alimentaire qui vont faire que la personne puisse avoir des compulsions, peut avoir l'inverse même. Ah, mais les anorexies. Donc les anorexiques aussi. De toute façon, les anorexiques sont très prédisposés à la nutrition s'ils ne le sont pas déjà. Comme ça, parce que le vieillissement constitutionnel. Oui, c'est pareil. C'est les personnes, tout ce qui est personne de constitution fragile. Vous dites en cas d'amaigrissement constitutionnel. IMC inférieur à 19, plus ou moins. Et puis chez les personnes âgées, IMC inférieur à 21.
Oui, oui, je sais. Ils savent. On laisse les questions pour tout à l'heure. Parce que j'ai l'habitude de faire des conférences comme ça. C'est peut-être certains à poser des questions. Donc, la dénutrition, comme je disais, dénutrition protéique, dénutrition énergétique. Les deux, c'est-à-dire un poids diminué ou un risque élevé. Si vous avez quelqu'un qui a 75 ans, il ne devrait pas jeûner, on est d'accord. Quelqu'un qui a 21 d'IMC et qui, pour lui, c'est très difficile de prendre du poids et qui a plus tendance à perdre du poids, il ne faut pas se dire il a 21 d'IMC, tout va bien. Une fois qu'il a passé en dessous de la barre de 20 d'IMC, c'est extrêmement difficile de faire revenir. Alors, le poids. Donc aussi, petite introduction, définition du poids. Je sais que certaines notions, beaucoup les connaissent parce qu'ils ont assisté à plusieurs de mes conférences, mais bon, on met tout le monde au même niveau. Donc déjà, ici, quand on parle du jeûne pour perdre du poids, c'est qu'on on a déjà une idée préconçue sur le fait qu'on perd du poids en créant un déficit calorique. N'est-ce pas? C'est important, mais c'est insuffisant. C'est très insuffisant. La configuration que vous allez avoir, c'est la configuration que tout le monde connaît, déficit calorique, soit par l'activité physique ou par le déficit calorique, au sens propre au niveau de l'alimentation, ou les deux. Déficit calorique, perte de poids, ralentissement, stagnation, reprise du poids et surcompensation avec une crise supplémentaire, euh, de poids. OK? Donc, le fait de créer ce déficit calorique, ce n'est pas du tout suffisant. C'est pour ça qu'il est très difficile de perdre du poids, même en jeûnant. Vous avez même des exemples de personnes obèses qui ne mangent rien. Ils mangent juste rien. Il prend une salade le soir ou une soupe, il s'endort jusqu'au lendemain, il fait la même chose tout le temps. Et il est obèse et il est même peut-être en train de prendre du poids. Donc, bon, c'est des cas un peu extrêmes, mais c'est des situations qui existent. Donc, si je vous montre ces situations-là pour vous expliquer que ce n'est pas suffisant de créer un déficit calorique. Le déficit calorique n'est pas du tout suffisant. Par contre, il est important. On est d'accord que quelqu'un qui est obèse, on ne va pas lui donner à manger plus. Donc, le poids, certes, ça dépend de cette balance énergétique Certes, ça dépend de cette balance énergétique entre catabolisme et anabolisme, mais ce n'est pas suffisant. Alors, quand je vous dis c'est pas suffisant, alors ça, c'est quelques études que j'avais publiées avec des collègues sur l'obésité. Donc, je reviens ici. Donc, les différents facteurs qui régulent le poids sont au nombre de 15-14 à peu près, en fonction de la classification qu'on peut avoir. D'accord? Donc, vous avez le système nerveux autonome qui est tout en haut, qui n'apparaît pas. Il y a la barre zoom là. Et sinon, vous avez d'autres facteurs. Il y a des facteurs psychologiques, des facteurs liés à l'intestin, à l'absorption, à la digestion. Il y a des facteurs qui sont liés, bien sûr, au nombre de calories consommées, à la quantité d'aliments consommés. Il y a des facteurs qui sont liés à l'activité physique. Il y a des facteurs qui sont liés au sommeil. Il faut comprendre que quand on dort moins, on prend du poids. Des facteurs liés au stress. L'excès de cortisol crée de la résistance au cortisol et la résistance au cortisol crée la rétention d'eau, entre autres, et une défaillance au niveau du catabolisme énergétique, ce qui fait qu'on stocke encore plus. Donc, le stress produit un excès de cortisol en général. L'inflammation qui est produite par l'excès de tissu adipeux blanc, c'est également un facteur majeur dans l'entretien de l'obésité. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire quand il y a beaucoup de tissu adipeux blanc, ça produit des cytokines pro-inflammatoires, ça donne l'inflammation. Et cette inflammation qu'on appelle l'inflammation de Bagrate va entretenir la croissance du tissu adipeux blanc.
Les facteurs micronutritionnels aussi, tout ça, c'est les carences qu'on peut avoir. Souvent, c'est la vitamine D qui, malgré que la personne à la base n'était pas forcément carencée en vitamine D, mais dès qu'on a trop de tissu adipeux, il y a beaucoup de vitamine D qui se met dans le tissu adipeux et qui est coincé là-dedans, Est-ce qui qu'il est va aggraver, on laisse pas, ce qui va aggraver la carence en vitamine D. Le magnésium également, les vitamines du groupe B également. Donc là, ce sont les micronutriments en général qui manquent le plus souvent. Bon, l'anthropométrie, c'est surtout les mesures pour le suivi. La fatigue également. Quelqu'un qui est très fatigué mentalement, physiquement, ne va pas appliquer ce que vous allez lui dire. Vous pouvez toujours dire, il faut faire ceci, il faut manger ça, il faut prendre des compléments. Il y a des personnes qui ne sont même pas capables d'aller ouvrir une boîte de compléments, prendre 2 gélules, les avaler et prendre de l'eau. Juste ça, ils ne font pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas, ils sont comme ça. Ils ont des troubles de l'humeur, ils sont fatigués, ils oublient, ils ne sont pas en vie, etc. Ils sont stressés. Donc, la fatigue est un facteur majeur qui va faire que, en fait, vous pouvez faire la meilleure intervention du monde sur ce patient. Quand il est fatigué mentalement et physiquement, ça ne marchera pas. Parce qu'il ne va rien faire de ce que vous lui dites. Il y a aussi donc les rythmes circadiens. Là, c'est un peu plus complexe, les rythmes circadiens du sommeil, de l'activité, de l'alimentation. Là, on est en train de parler des rythmes circadiens de l'alimentation avec le jeune. Et puis, il y a l'activité physique également qui est très importante, mais insuffisante aussi. Donc là, ce n'est pas pour vous détailler tout ça, parce que ça ne se détaille pas en une conférence comme ça d'1 heure. C'est juste pour vous montrer un peu la complexité du sujet. D'accord? Donc, globalement, on doit faire en sorte de lutter contre la sédentarité. Très souvent, on dit activité physique, activité physique, activité physique. Activité physique est importante. Quelqu'un qui n'a pas d'activité physique, on n'a pas un sport comme ça qu'il le pratique régulièrement, plusieurs fois par semaine, bon, bah, il n'est pas juste sédentaire. C'est encore pire. Quelqu'un qui fait de l'activité physique, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On peut avoir quelqu'un qui est sportif et sédentaire en même temps. Parce que la sédentarité, ce n'est pas juste de faire un jogging 3 fois par semaine. C'est tout un comportement. C'est le fait de ne pas monter les escaliers, c'est le fait de ne pas marcher suffisamment, c'est le fait de prendre la voiture pour aller juste à côté, c'est le fait voilà, de ne pas faire, je sais pas, de ne pas porter soi-même les courses, c'est tout ça en fait. Donc la sédentarité, c'est le manque d'activité tout au long de la journée. Et c'est ça qui pose le plus gros problème. C'est pas l'activité physique au sens propre. L'activité physique peut aider. C'est un des moyens. Donc, désédentariser les activités journalières et pratiquer bien sûr une activité physique, rééquilibrer l'alimentation, traiter les déséquilibres hormonaux des neurotransmetteurs, traiter l'inflammation, la résistance à l'insuline, le rééquilibrage du microbiote. Ce sont les grandes lignes, on va dire, d'une prise en charge d'obésité. On peut les détailler et tout ça. Donc, ce n'est pas l'objet ici de détailler tout ça. Par contre, ce que je pourrais faire ici, c'est de vous donner des recommandations claires, faciles à appliquer, qui tiennent compte pas de l'ensemble de ces cibles qu'on a vues et de ces facteurs qu'on a vus, mais d'une bonne partie. Et là, ça pourrait aider. Déjà, c'est un bon début. Donc, les bonnes pratiques du jeûne pour la perte de poids. Déjà, pour parler des bonnes pratiques, il faut parler des mauvaises pratiques. Donc, je vous ai résumé ça dans une slide. Qu'est-ce qui fait prendre du poids dans un contexte du ramadan? Donc, vous les avez ici. Manger la nuit, excès de farineux, de sucreries et de graisse sur tous les fritures, manque d'hydratation, puisque c'est un jeûne sec. Donc, quand est-ce qu'on boit de l'eau? Le soir. Et vous avez une fenêtre très restreinte. Vous n'allez pas vous réveiller la nuit pour boire de l'eau. Il y a une période la nuit où vous dormez,
Il y a une période de toute la journée où vous ne pouvez pas boire de l'eau. Donc, il y a juste la période où vous êtes réveillé, en fait, le soir. Donc, ça pose un problème et il faut faire attention à l'apport en eau. Donc, le manque d'hydratation fait prendre du poids. Pourquoi ça fait prendre du poids? Parce que toutes les réactions biochimiques, y compris les réactions de production d'énergie d'ATP, nécessitent une hydrolyse. Ça utilise de l'eau. Moins d'eau veut dire ralentissement du catabolisme énergétique, veut dire plus de stockage, veut dire plus de prise de poids. Décalage des heures de sommeil. Oui, je disais, le manque d'eau ralentit le catabolisme énergétique. Les mitochondries fonctionnent avec de l'eau. Toutes les réactions fonctionnent avec l'eau. C'est des réactions d'hydrolyse. Et le poids, etc. D'ailleurs, on dit hydrolyse des glucides, hydrolyse du glycogène, hydrolyse des graisses, hydrolyse de ceci, de cela. Tous les substrats énergétiques sont hydrolysés. Ça utilise de l'eau. Donc, un manque d'eau produit un ralentissement du catabolisme énergétique, ce qui produit plus de poids. Le décalage des heures du sommeil. Veiller tard la nuit et dormir la journée. Quand vous dormez la journée, vous prenez du poids. Quand vous dormez la nuit, vous perdez du poids. C'est comme ça. On peut l'expliquer, c'est des mécanismes en rapport avec les horloges circadiennes, mais ce que je disais tout à l'heure, le fonctionnement des organes vitaux, on en a deux en fonction des rythmes circadiens. On a le fonctionnement diurne et le fonctionnement nocturne. Okay? Le fait de manger la nuit nous fait passer vers un fonctionnement diurne. Diurne. C'est-à-dire la journée. Diurne, au cours de la journée. Ça casse en fait les quelques heures, en fait 8 heures plus ou moins de fonctionnement nocturne. Et le fait de jeûner, c'est-à-dire de se réveiller, de ne pas manger toute la matinée, voire une bonne partie de la journée, ça prolonge le fonctionnement nocturne de cet organe, foie, pancréas, etc., surrénal, ce qui prolonge aussi la perte de poids. Bon, sans trop rentrer dans des détails, parce qu'il y a des détails physiologiques très complexes là-dessus, mais en tout cas, il faut juste retenir que le décalage des heures de sommeil, dormir tard la nuit, donc forcément qu'on est fatigué au cours de la journée et on dort la journée, ça fait prendre du poids. Juste ça, indépendamment de tout le reste. La sensibilité au stress également, le stress au cours de la journée, ça, bon, c'est des choses qu'on n'arrive pas souvent à maîtriser, qu'on ne maîtrise pas toujours suffisamment. Mais le comportement de l'individu face au stress peut exacerber l'effet du stress. Alors, il y a des situations qui sont réellement stressantes, mais il y a des personnes qui commencent à paniquer et ça aggrave encore la situation. Je ne parle pas du comportement en tant que tel, au niveau physiologique. On stresse encore plus, on produit encore plus de cortisol. Manque d'activité physique, bon, bah, ça c'est aussi normal puisqu'on jeûne, donc on a moins d'activité physique. Donc le mieux c'est de bouger. Bon, ça c'est les mauvaises pratiques qui font prendre du poids au cours du ramadan. Donc au cours du ramadan, les quelques conseils intéressants qui sont très simples, et je pense que tout le monde les connaît, c'est ça qui fait perdre du poids. Donc il faut que ça soit un jeûne à un repas. Au cours de ce repas, vous pouvez manger la quantité que vous pouvez. Pas de problème. Mais ça doit être un jeûne à un repas. Dans la situation où la personne n'arrive pas à manger suffisamment, parce que les personnes, à la rupture du jeûne, ils ne mangent pas grand-chose. Là, on peut décaler ce repas pour plus tard. 2 heures plus tard. 2 heures plus tard, 1 heure plus tard, le moment où la personne arrive à manger. Il ne faut pas non plus que ça soit à 2 heures du matin. Mais un peu plus tard, c'est bien. Au cours de la rupture du jeûne, on peut prendre un truc très, très léger avec des liquides. Ça, c'est bien. En attendant le vrai bon repas. Après. Ou alors, si, ce qui est souvent le cas, la personne arrive à manger suffisamment à la rupture du jeûne, qu'elle mange suffisamment à la rupture du jeûne, et ça sera le seul et unique repas.
Bien s'hydrater. La collation, c'est les liquides. Date ou pas date? Et la durée du repas? Ça, je ne rentre pas. Mangez ce que vous voulez. Bien s'hydrater, ça c'est hors repas. Alors pendant le repas et hors repas, activité physique journalière et supplémentation, tout ça je vais vous le détailler dans les slides qui suivront. Voilà. Donc la configuration du repas, du seul repas, qui devrait être donc la configuration idéale. Après, quand on fait des écarts sur cette configuration, on a moins d'effets. Vous pouvez, c'est très important de comprendre, imaginons que vous avez un repas riche en sucre et en farine. Tout ce qui est farineux et sucré, ce qui est souvent le cas, voire toujours le cas. Quand je dis riche, c'est plus de la moitié du repas. Comme ça, visuellement, plus de la moitié du repas. Donc, regardez ici, là, c'est des farines, là, c'est des trucs frits avec farine, là, c'est sucré, là, c'est-à-dire plus de la moitié des choses sont à peu près farineux, sucrées. Rien qu'avec ça, vous prenez du poids. Un repas, uniquement. Si en plus de ça, vous rajoutez les liquides après qui sont sucrés, bon, bah, vous avez un bonus en plus. Donc, manger, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, manger varié et protéiné, dans la limite de diminuer les farineux et les sucrés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais rien manger de farineux, de sucré. Mais il faudrait que, visuellement, quand vous regardez, il n'y a pas que des farines et des sucres. Il y ait au moins des choses un peu plus protéinées, des salades, des choses comme ça. Hydratation pendant et après le repas. Pendant le repas, c'est bien. Et la plus grande quantité d'eau et de liquide, ça devrait être absorbé après le repas, plus tard. Si on se réveille tôt le matin, ben à ce moment-là, on prend aussi de l'eau, on prend des liquides, on prend ce qu'on veut. Ça peut être une soupe de légumes, ça peut être un truc. Voilà. Et ça doit être quelque chose de très léger. Limiter la consommation de boissons caféinées. Donc là, il faudrait pas consommer du coup de caféine. Le café consommé la nuit fait prendre du poids. Quand il est consommé au cours de la journée, ça fait pas exactement l'inverse, mais ça peut y participer un petit peu, ça peut aider à perdre un peu de poids. Parce que c'est toujours avec ce fonctionnement nocturne et diurne, le café stimule les catécholamines. Et les catécholamines, c'est-à-dire dans les rythmes circadiens, les catécholamines fonctionnent comme catabolisants au cours de la journée, à partir de la matinée jusqu'à de moins en moins, en tout cas en se rapprochant de la fin de la journée. Et quand c'est la nuit, on produit l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine. Là, ça a un autre fonctionnement. Ça augmente le stockage. Donc, vous prenez, c'est cohérent. Vous prenez du café, vous dormez moins. Pas forcément. Bon, il y a ça déjà. Oui, non, ça vous dites pas forcément. Il y en a qui doivent prendre 5 cafés pour avoir un effet. Il y en a qui doivent prendre une demi-tasse de café. Là, ça dépend des personnes, comment ils sont sensibles au café. Mais en général, c'est ça. Donc, et puis en plus de ça, ce qui est caféiné, c'est pas juste le café, c'est le café et la théine également. Tous ces catégories de stimulants vont créer aussi une diurèse importante et participer à la déshydratation. Alors, ça ne veut pas dire forcément déshydratation, mais ça diminue la rétention d'eau. C'est-à-dire que vous êtes obligé de boire plus. Déjà que vous avez une fenêtre très réduite pour boire, si vous devez encore boire plus, donc il faut diminuer les choses qui vont créer une fuite d'eau plus importante. On a parlé donc de l'hydratation et de l'alimentation, et puis il y a l'activité physique qui est aussi importante. Donc le mieux, toujours dans une optique de perte de poids, c'est d'avoir une activité physique légère, de type aérobie.
Alors là, c'est légère, c'est une recommandation générale pour tout le monde, parce qu'il y a certaines personnes qui, si elles font de l'activité physique à jeun, vont peut-être en hypoglycémie. D'autres vont très bien supporter. Ceux qui vont très bien supporter devraient faire une activité physique un peu plus intense. Ceux qui ne supportent pas devraient peut-être faire quelque chose de plus léger, peut-être marcher un peu, enfin, des choses plus légères. Mais dans tous les cas, il faut faire de l'activité physique. L'activité physique qui fonctionne pour tout le monde, c'est l'activité physique légère, intensité légère. Si on peut faire plus, bah, c'est très bien. Et de préférence, faire une activité, soit, alors là, je vous ai mis quand même juste avant la rupture du jeûne, donc, finir l'activité 30 minutes, grand maximum 1 heure avant la rupture du jeûne. Ça peut être une activité faite le matin. C'est possible. Ah, mais ça, c'est pas tout le monde qui va faire. On a déjà commencé avec la journée avec une, je sais pas, une activité physique d'1 heure. Certains vont trop se fatiguer. Peut-être même vont avoir soif ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas très adapté. Et si la personne arrive à faire le matin, c'est encore mieux qu'avant la rupture du jeûne. OK? Donc, pas d'activité physique après la rupture du jeûne. Ça ne sert à rien. Ça perturbe les rythmes circadiens complètement. OK, type d'activité, marche, vélo, course, sport collectif, sport aquatique, on fait ce qu'on veut. OK, sinon, vous avez quelques suppléments qui peuvent être intéressants. Donc, des suppléments type isolat de whey protein, ça c'est très, très, très intéressant pour les personnes qui ne mangent pas suffisamment au cours du repas. Il faut beaucoup de protéines. Pour perdre du poids, il faut beaucoup de protéines. Beaucoup veut dire quelque chose autour de 1 gramme par kilogramme de poids par jour, qui est l'apport journalier normal. Sauf que dans un contexte de jeûne de Ramadan, euh, comme c'est un repas, en général, on est en déficit protéique. Donc, on peut voir au niveau du repas à peu près combien on a de protéines. En prenant les aliments protéinés, on compte le 1/5, 1% de protéines. En termes de quantité, qu'est-ce qu'on a mangé. Et donc, on estime à peu près la quantité qu'on a approximativement la quantité de protéines dans ce repas. Et ensuite, on peut compléter avec de la whey protein. Quelqu'un qui pèse 70 kg, ça sera 70 grammes de protéines. Donc, s'il mange 40 grammes de protéines dans son repas, il lui reste 30 à prendre sous forme d'isolat de whey protein. Sinon, la vitamine D, ça, il faut en prendre. Les oméga-3 aussi, anti-inflammatoires. Canzipulis également. La L-carnitine, ça, il faut prendre au cours de l'effort. Canzipulis, c'est un cofacteur de la mitochondrie. L-carnitine, c'est aussi un cofacteur de la mitochondrie. Ça permet le transport et la dégradation des graisses. Et alors, s'il y a des compulsions sucrées, comme je disais tout à l'heure, parmi les signes d'intolérance au jeûne, on peut compenser par une prise de Crohn et ou de berbérine et ou d'une plante qui s'appelle Gymnema sylvestre, qui permet de diminuer l'appétence au sucre. Les doses, c'est autour de 150 microgrammes, après 150 jusqu'à 500 microgrammes. Après, il faut adapter les doses à chacun. 150 microgrammes, c'est le minimum. Oui. Et sinon, alors vous avez également c'est-à-dire ce qui vient après le Ramadan, puisque 20 jours ne suffiront pas. Donc, vous allez perdre au mieux quelques kilos si vous faites les choses bien. Donc, il va falloir prolonger ça. Et là, on retombe sur le protocole classique de la perte de poids. Parce que là, on ne va pas faire, ça c'est un petit protocole de détoxification, on ne va pas faire le protocole de détoxification au cours du Ramadan. Puisque si vous faites le protocole de détoxification au cours du Ramadan, Ramadan est fini. Juste dans la détoxification, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a aucun sens. Donc, après le Ramadan, on aura créé une sorte de déficit calorique. Après, on a un petit protocole de détoxification hépatique de 2 semaines, juste après.
D'accord? Là, on prend du jus de pamplemousse, du N-acétylcystéine, du sélénium, des extraits de brocoli. Et après ce protocole de 2 semaines, on enchaîne avec un jeûne intermittent hydrique. Le jeûne intermittent hydrique peut être pas forcément tous les jours, ça peut être plusieurs fois par semaine. Certains jours, on prend la configuration classique là, de 3 repas. Et d'autres jours, ben, ça peut être un jeûne intermittent de 16 heures minimum avec 1, 2 repas, de préférence un repas précis. Parce que ce jeûne-là, on va le tenir sur le long terme. C'est pas comme le ramadan où c'est quelques semaines. Donc, il faudrait choisir la bonne configuration qui produit le moins possible de signes d'intolérance. On va le tenir sur 1 an ou plus. OK? Donc, de préférence que ça ne soit pas tous les jours. C'est en général. Après, il y a certaines personnes qui peuvent prendre ça tous les jours sans problème, donc un repas par jour. Mais sinon, de préférence, c'est que ça soit un repas. S'il y a de l'intolérance, on peut rajouter un autre repas. Donc, après, il ne faut pas non plus aller à 3 repas, ça ne va pas être suffisant. La perte sera très, très lente. OK, donc jeûne intermittent, hydrique, à 1 ou 2 repas, minimum 16 heures. 16 heures, ça peut être dire, en fait, vous arrêtez de manger vers 19 heures et vous reprenez de manger à midi ou 13 heures ou 14 heures le lendemain. Et là, vous pouvez prendre un repas là, début d'après-midi, et un repas fin d'après-midi, si c'est 2 repas. Si c'est un repas, bah, ça sera un repas fin de journée. Jeûne de 24 heures. Sinon, bien s'hydrater, ben, c'est pareil. Sauf que là, vous avez une fenêtre plus importante dans laquelle vous pouvez vous hydrater. Et l'hydratation, au cours de la période où on est censé jeûner, c'est de l'eau, strictement de l'eau, uniquement. Donc, ce qu'on veut ici, c'est de prolonger le jeûne nocturne, le fonctionnement nocturne du foie, du pancréas, des surrénales, de prolonger au cours de la journée. Pour que ça continue de fonctionner de la même façon, pour qu'il y ait une amélioration au niveau de la perte de poids. Si vous commencez à boire du café ou du thé, ou vous dites, bon, ça c'est une tisane, c'est rien, ça change complètement. Là, vous pouvez manger, ça sert à rien. Activité physique, c'est les mêmes recommandations, ça ne change pas. De préférence, que ce soit tôt le matin, c'est mieux. Ça ne pose pas de problème ici, puisqu'on n'a pas de problème de jeûne sec, d'hydratation. On peut très bien faire une activité physique à jeun le matin. Ceux qui ne supportent pas les gens qui veulent la Après. Supplémentation, donc en nutriments essentiels, c'est les mêmes que j'ai donnés tout à l'heure. Ah, il faut juste faire des fenêtres. Il ne faut pas prendre ça pendant 5 ans d'affilée sans arrêt. Il faut faire des fenêtres. 1 mois, vous vous arrêtez pendant 1 ou 2 semaines et vous reprenez, et ainsi de suite. Bon, bah, je vous remercie pour votre attention. C'était ma modeste contribution par rapport à ce mois du Ramadan. Peut-être que ça pourrait vous servir pour vous ou pour certains de vos patients. Cette conférence a été organisée donc par l'IHEPS dans le cadre du Congrès international des sciences de la nutrition qui aura lieu les 27 et 28 avril prochains. C'est un week-end, samedi et dimanche. La thématique, c'est le syndrome métabolique, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Et alors, on aura des conférenciers les organisateurs ici présents. Donc, Dr Tissem Tajmouati, Dr Fatihat Safraoui, et ce gars-là que je ne connais pas du tout. Alors, sinon, vous avez plusieurs intervenants. C'est tous des intervenants très calés dans leur domaine, c'est des experts. Vous avez Castronovo qui était avec nous l'année passée. Vous avez Thierry Hertog, c'est la première fois, c'est le pape de l'hormonologie dans le monde, l'hormonologie intégrative. Vous avez Stéphane Rézimant, Lucie Ouachoko, etc. Vous avez aussi professeur Ansari qui est endocrinologue, professeur Cohen qui est cancérologue, et vous avez l'expert francophone de l'analyse biologique fonctionnelle et intégrative qui est Serge Valenperin.
etc. Vous avez Rachel Zali et d'autres qui sont, Rachel Zali qui est pharmacienne, tous des spécialistes dans des disciplines ou des thématiques bien précises, et donc c'est bien organisé pour que ça fasse une formation de prise en charge intégrative dans tout ce qui concerne le syndrome métabolique avec un focus sur le diabète et l'obésité, la perte de poids. D'où la thématique de cette conférence et des conférences d'avant aussi. Donc, on aura 2 jours, il y aura des conférences successives, on aura des choses comme 16 conférences ou à peu près, avec 2 débats en fin de journée. Les débats sont sur des thématiques complémentaires aux conférences. Okay. C'est des débats entre les intervenants et vers la fin, il y a un débat entre intervenants et participants également. Donc, vous pouvez participer comme participant en présentiel ou en ligne. En ligne, vous accédez à tout aussi. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez suivre le déroulement du congrès. Vous aurez, puisque c'est une formation certifiante, vous aurez le certificat. Ou alors, celles et ceux qui ne sont pas dispo sur le 27 et 28 avril, vous aurez le replay. Le replay de tout l'événement est disponible également jusqu'à 3 mois après l'événement. Je pense que je vais te laisser la parole pour. Il y a, ouais, après les questions, tu veux dire? Oui, il y a aussi pour celles et ceux qui sont intéressés, vous pouvez contacter soit Dr Tej-Pointy, soit l'IHEPS. Oui, en fait, voilà, donc, par rapport à... Oui. Après, on pourra en parler. Ok, voilà. Ça marche. Bon, on va prendre les questions. C'est mieux. Alors, je ne sais pas combien on a de temps. Ça va. Bon, on a encore du temps. Je vois qu'il y a beaucoup de questions ici sur Zoom. Je vais prendre quelques-unes ici et ensuite je reviens vers vous parce que vous êtes là. Ok. Alors, éviter les questions cas cliniques. Ça ne sert à rien. C'est pas comme ça en 2 phrases que je vais répondre à des questions cas cliniques et ça vaut aussi pour ceux qui sont là sur Zoom. Évitez, s'il vous plaît, les questions cas cliniques. Si vous avez des questions précises, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Donc, je reviens sur ici. Plusieurs études montrent que pendant la nuit, l'organisme fait la métabolisation, la régulation des hormones, principalement GH. Comment ça marche dans le jeûne du Ramadan, où les personnes mangent pendant la nuit. Quand on mange pendant la nuit, on a moins de GH. Et quand on a moins de GH, on a moins d'anabolisme protéique et plus d'anabolisme lipidique. Parce que la GH a un effet d'hypolyse et en même temps un effet d'anabolisme protéique. Donc ça s'inverse. Le pic de l'hormone de croissance. Est-ce que le jeûne est contre-indiqué suite à une cholécystectomie? Pas forcément. Immédiatement suite à la cholécystectomie, oui. Et si ça date depuis plusieurs mois ou après, oui. On peut jeûner, il n'y a pas de problème. Mécanisme de la leptine pendant le ramadan. La sensibilité à la leptine s'améliore. La leptine, c'est l'hormone de la satiété. Combien de temps faut-il suivre le jeûne hydrique après le ramadan? Il faut en faire un mode de vie. Il faut en faire un mode de vie. Pourquoi on ne fait pas de détoxification pendant le ramadan? Plus d'explications. Parce que pour faire une détoxification, il faut être préparé à ça. Il y a une détoxification déjà naturelle. Oui, il y a, oui, plus ou moins. Avec le jeûne, ça dépend. Après, on ne va pas rentrer dans qu'est-ce que c'est que la détoxification et tout ça, mais le jeûne en lui-même ne détoxifie pas forcément. On parle ici de détoxification hépatique. C'est différent du concept général de la détoxification. Donc, oui, la question c'est pourquoi on ne détoxifie pas au cours du ramadan? Parce que pour se détoxifier, il faut se préparer
Il faut avoir, là, si déjà on n'a pas un produit ou deux de détoxification comme le N-acétylcysteine ou autre, ben, on a perdu le ramadan en train d'attendre à le détoxifier, ça n'a pas de sens. Par contre, on peut très bien commencer avec le jeûne du ramadan. Voilà, en attendant, on se prépare bien à la détoxification. On a une petite perte de poids, c'est bien. Le métabolisme est déjà un peu, on va dire, habitué à la restriction calorique. Et puis après, on peut faire une détoxification. Donc après le ramadan, ça serait encore plus efficace. Et encore une autre chose aussi, la détoxification se fait pas à sec. Il faut avoir suffisamment d'hydratation. Sinon, ça ne marchera pas. Pourquoi pas prendre un repas ou aliment protéiné tôt le matin? Oui, tôt le matin, bien démarrer la journée au cours du ramadan. C'est ce que j'ai dit. Je pense que ça a été posé avant que je n'explique. J'ai déjà expliqué ça. C'est qu'on perturbe les rythmes circadiens. Les rythmes circadiens, c'est qu'on dort. On est censé dormir. Sur cette période-là, la preuve, c'est qu'il n'y a pas d'enzyme digestive. Même si c'est l'aube, presque. Il n'y a pas d'enzyme digestive. Mais Très peu. notre prophète, Mohammed, a insisté que prendre le sport, bien que Rassoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Ça, c'est autre chose. Joker, je ne répondrai pas à cette question. Certaines personnes, pendant le jeûne, présentent des myalgies, des crampes. Oui, c'est aussi des signes d'intolérance au jeûne. C'est rare, mais c'est pas, c'est des signes d'intolérance aussi. Ça peut être lié à des carences. Alors, dernière question que je vais prendre, juste une ici, et puis après, je prendrai les questions sur place. Savoir en termes d'équivalence énergétique, énergie due à activité physique. Oui, c'est bon, ça c'est une question un peu à part. Est-ce qu'il y a des questions ici? Oui. le jeûne, c'est contre-indiqué en cas de grossesse et l'allaitement maternel. Est-ce que c'est le ramadan? Oui, y compris dans le ramadan. Mais moi, en tant que diététicienne, je n'ai jamais vu des femmes enceintes et allaitantes qui n'ont pas jeûné. Là, je ne vous parle pas de ce qui se fait ou de commencer ou le ramadan ou pas. Je ne parle pas de ça. Je vous parle physiologiquement, qu'est-ce que c'est? La femme enceinte qui jeûne, c'est le bébé qui jeûne. Le bébé ne jeûne pas. La femme enceinte ne jeûne pas. Après, la femme enceinte, elle est suivie par un médecin et le médecin décide de lui dire de jeûner ou pas. Là, je vous parle en général. Je ne peux pas, dans une conférence comme ça générale, dire jeûner ou pas jeûner. Une femme enceinte, elle a un bébé, voire un fœtus. Le fœtus ou le bébé ne jeûne pas. L'allaitement, maintenant, elle peut décider de ne pas avoir suffisamment de lait et compenser avec du lait artificiel, pourquoi pas. Même si elle n'a pas ce déficit en termes de production de lait, peut-être qu'elle aura suffisamment de lait, mais il sera de moindre qualité. Et ça, c'est physiologique, c'est comme ça. Voilà. Après, elle peut dire, OK, moi, je jeûne et je compense avec du lait artificiel. Ça, je ne rentre pas là-dedans. C'est le médecin qui décide. Ils font ce qu'ils veulent. C'est le médecin, du point de vue éthique, suit son patient comme il veut. Il prend la responsabilité de ce qu'il dit. Mais normalement, physiologiquement, il n'y a pas de jeûne, ni allaitement, ni grossesse. Même les hommes de reproduction, d'accord avec en tout, mais bon, généralement, c'est le médecin qui décide. oui. Dites-moi, Voilà. je reviens vers vous. Est-ce qu'une matière, il peut quelque chose qui s'est mis d'hormones pour réguler notre corps?
et faire brûler les graisses qui causent l'obésité. Surtout qu'il y a des personnes qui mangent beaucoup et font un minimum d'activité, que ce soit physique et sportive et l'autre aussi. Mais vous avez parlé d'hormones, mais vous parlez de quelle hormone? Alors, moi, qui stimule le catabolisme. Ah bon, C'est ce que j'ai dit, c'est le cortisol, c'est il y a les hormones thyroïdiennes, tout ça. Tout ce qu'on a vu va dans ce sens. Il n'y a pas une chose. Il n'y a pas une chose, c'est un problème complexe. Ce n'est pas une chose, un complément, un aliment. Il n'y a pas d'aliment qui fait prendre du poids ou qui fait diminuer du poids au contrôle. Tout est question de quantité. Bien sûr, il y en a certains qui sont moins bons que d'autres, et tout est question de quantité. Donc, tout ce qu'on a vu. Hein? Oui, bien sûr. Mais il y a des personnes qui vont perdre du poids plus facilement, d'autres moins plus facilement. Oui. Après le ramadan, on va faire une célébration pendant 2 semaines. Est-ce qu'on peut le refaire un mois? C'est-à-dire la durée de la... En général, c'est au début de la perte de poids, on fait ça, et puis ensuite, s'il y a une stagnation, on peut refaire. Parler donc de la détoxification. Oui. La détoxification, c'est Ouais. pour les compléments alimentaires qu'il faut prendre. C'est en fait, pour résumer ça, parce que c'est nécessite un cours, et pour résumer, si vous voulez, c'est la détoxification dont je parle ici, c'est la voie métabolique au niveau du foie. C'est pas juste de détoxifier, etc. C'est pas les jus détox, c'est tout ça. C'est la voie métabolique au niveau du foie. Il y a des enzymes et ces enzymes-là devraient être rééquilibrées. Une phase 1, une phase 2, ça doit être rééquilibré. Là-dedans, on a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Il y a des aliments comme le pamplemousse, comme les crucifères, brocolis, choux, tout ça. C'est-à-dire qu'on va prendre ça et ne rien manger? Non, 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 la personne mange normalement. Configuration de base, 3 repas normal. Ça, c'est en parallèle. Plus donc les compléments que vous avez vus, après je ne vais pas reprendre, vous aurez l'enregistrement de la conférence. السلام عليكم. سات شكرا على هذه المبادرة الطيبة. أول حاجة بغيت غير تلخيص اللي بحال غير تصحح لي المعلومات ديال شي انترنيتهم. Concernant de manger 3 repas par jour, au principe, avec intervalle. Bien que si on pratique avec OMS, eh bien, un seul repas par jour, c'est l'intervalle. Non, c'est jeûne intermittent, vous dites. Oui, c'est une rythme. Quand même. Oui. Donc, l'intervalle, à l'intervalle de 4 heures, 2 repas. Donc, non, vous parlez du jeûne intermittent à un repas, c'est un repas. Un repas par jour. Comme Cell Life, est-ce qu'une oui. Oui, oui. Jeûne intermittent à un repas, c'est un repas. Jeûne intermittent à 2 repas, c'est un repas à la rupture du jeûne, un repas à la fin de la période où vous devez manger, au début de la période de jeûne. Voilà. Pour des activités sportives dures, par exemple musculation. Donc, le jeûne intermittent, c'est faire des jeûnes intermittents le plus normalement possible. Ça n'a rien à voir avec l'activité physique. Quel que soit le type d'activité physique, c'est jeûne intermittent. Il fait son activité physique pendant la période de jeûne. Il n'est pas obligé de manger juste après. Il attend. Vous avez compris? Il n'y a pas de... L'activité physique, par contre, il ne faut pas la faire juste après le repas. Il ne faut pas la faire le soir. On peut la faire début de matinée, on peut la faire l'après-midi, on peut la faire quand on veut. Ça n'a rien à voir avec le jeûne. Ça se fait en parallèle. Pendant Ramadan, j'ai dit, c'est juste avant la période de rupture de jeûne. Non, l'équilibre des activités après le matin. C'est pas recommandé. Après, si c'est maintenant un sportif professionnel, etc., ou son club lui impose de faire l'entraînement, on va faire ce qu'il veut. Au cours de la journée, lorsqu'il jeûne. Pendant Ramadan, juste avant le repas, avant le repas de rupture du jeûne. Merci. Juste avant le repas de rupture du jeûne. C'est-à-dire qu'il doit finir l'activité 1 heure avant.
ou une demi-heure avant. Et si jamais il n'a pas le temps, s'il vous plaît, docteur. Oui. Et si jamais il n'a pas le temps de le faire de la journée. Il n'a pas le C'est temps. rien, il s'organise ou il fait pas, ou il fait ce qu'il veut. D'accord. Alors Moi, ça, je c'est lui pendant donne le tout ramadan. Et normalement, et sans le ramadan, dans les journaux. Tu peux le faire le soir. Non. C'est pas recommandé le soir, c'est faut éviter le soir. Il y a des moments où il faut éviter. Oui. Dites-moi. Pour la femme allaitante, on sait que la session diminue la production, ou bien qu'il augmente la production de lait chez la femme allaitante. Est-ce qu'il existe des aliments combien il devrait que la session diminue cette production? Il y a le selon, il y a le pénégrève, il y a... Ça dépend. Si c'est après 6 mois, c'est moins efficace. Parce que avant 6 mois, c'est une régulation endocrine, c'est par la prolactine. Après 6 mois, c'est une régulation uniquement autocrine, para-autocrine. C'est au niveau du sein, il y a la succion, il y a l'alimentation aussi, l'eau, les liquides. Une femme qui n'arrive pas à avoir suffisamment de lait, elle mange maintenant, elle a du lait juste après. Ou elle boit du lait ou elle boit de l'eau, juste après, elle a directement du lait. C'est des stimulants. Après 6 mois, c'est une régulation par rapport au Quand une femme allaitante, peut-être généralement, pourquoi on arrête en fait de donner des seins de bébé, mais la prolactine, le lait est pareil. Parce que c'est la prolactine. Entièrement, prolactine, ça fait après 6 mois. L'analyse de prolactine, on a trouvé très bas. C'est encore d'autres choses. Comment on fait sécher carrément? Oui, c'est. Naturellement. Non, je ne peux pas vous expliquer comme ça. Ça nécessite du temps. Oui, dites-moi. Il y a une étude qui vient de paraître qui concerne justement le jeune assez longtemps et qui démontrait qu'il y a une augmentation des risques cardiovasculaires chez les jeûne intermittent, vous dites? Surtout le 16-8, on jeûnait 16 heures, manger 8 heures. Alors, c'est une étude qui est faite sur 20 000 personnes. Quel type les critères, d'inclusion? Parce que les contre-indications que je donnais et les précautions d'usage, il y a la tolérance au jeûne et puis il y a les contre-indications. Si on fait jeûner quelqu'un où c'est contre-indiqué, où il ne devrait pas jeûner, ou alors qui est intolérant au jeûne, le jeûne n'est pas adapté, oui, bon, ça ne m'étonnerait pas que ça passe ça ou même pire. Peut-être lors du repas, il se nourrit très mal. Ouais, après, ça on peut faire le jeûne intermittent et prendre un cœur lors du repas. Donc, c'est normal. Le temps, ça peut faire des dyslipidémies. C'est possible aussi. Ça tout dépend de ce qu'il a. Sinon, tu veux dire un mot? Oui, alors juste pour finir, en fait, juste pour clôturer sur ce que j'avais présenté tout à l'heure sur le congrès, ceux qui veulent s'inscrire ou se préinscrire, vous pouvez aller sur le site icns.ma. Et d'ailleurs, vous avez une promotion inscription à 2. Et alors, vous obtenez aussi le replay du congrès précédent. C'est une formation, en fait, sur le cancer. Et on avait fait aussi un colloque pratique également, avec des cas cliniques. Donc là, vous obtenez le replay du congrès précédent, de la formation précédente, le replay de la formation pratique, plus le replay du congrès qui va avoir lieu le 27 et le 28. Je peux terminer aussi pour l'IHEPS, donc il y a un partenariat. Oui, voilà. Donc il y a un partenariat aussi avec l'IHEPS pour celles et ceux qui sont intéressés par le congrès, la formation. Ils peuvent prendre contact directement avec Madame Latlefa ou les responsables de l'IHEPS. Docteur. Voilà, j'étais très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc là, je dois clôturer parce que juste après, j'ai un cours. J'aurais aimé de rester avec vous plus longtemps. Donc, icns.ma, ICNS, je vais vous écrire ça ici pour celles et ceux qui n'ont pas, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà. icns.ma, vous pouvez vous inscrire là-dedans et
et vous êtes les bienvenus, que ce soit en ligne ou en présentiel. Donc, merci pour votre attention.